cet événement. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici. C'est ce nouveau rendez-vous de l'innovation. Alors lors du dernier rendez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, alors tout le monde n'était pas au dernier rendez-vous, mais nous étions à la Maison des Polytechniciens, un peu plus loin, et le format était légèrement différent puisque nous étions sur un petit déjeuner. Donc là aujourd'hui on est sur un événement avec un cocktail déjeunatoire, c'est peut-être plus facile pour vous. On s'est un petit peu rapproché de nos clients aussi, Société Générale et puis Crédit Agricole, sachant qu'il y en a qui jouent à domicile puisqu'il y a HSBC qui est juste à côté. Donc je suis très heureux de vous accueillir pour cet événement. Alors la fois dernière, nous avons eu l'occasion de faire cet événement avec TIBCO Data Synapse et il y avait aussi Microsoft qui était présent. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir honorer la présence de Crédit Agricole CIB avec Vincent Ardouin, qui est notre early adopter sur Cross Component. Donc c'est aussi l'occasion de montrer que les fournisseurs, que les PME comme nous sont des sociétés qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, des sociétés qui peuvent présenter de l'innovation. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à les exploiter pour ça aussi, pas pour leurs ressources, puisque on est aussi société de conseil, mais aussi parce qu'on a une capacité à proposer des solutions innovantes qui, je pense, peuvent vous aider au quotidien dans vos projets. Donc voilà, donc je vais tout de suite laisser la parole donc, à Stéphane Paché qui va vous faire cette présentation. Merci. Bonjour à tous, je commence déjà par ça, par vous dire bonjour. Donc c'est un deuxième événement pour nous, pour vous présenter Cross Component. On a voulu articuler cette présentation de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer comment ce qu'est X Component, puisque certains d'entre vous n'ont pas forcément une idée très claire de cette solution. Donc on va avoir l'occasion de vous expliquer un peu ça. Dans un deuxième temps, on va vous faire une démonstration de notre outil, puisque quand on vous parle d'une solution, ce qui est intéressant, c'est de vous montrer comment elle marche, et de vous montrer comment techniquement on peut interagir avec celle-ci. Et enfin, comme on dit, on finit toujours un peu par le meilleur. Donc du coup, on aura le témoignage de M. Vincent Ardouin du Crédit Agricole CIB pour nous expliquer comment nous avons pu apporter des solutions dans son contexte de gestion des risques. Voilà. Donc, pour commencer cette présentation, je nous mets quand même dans le contexte des risques bancaires, donc c'est très général évidemment, mais vous savez tous que depuis déjà plusieurs années, nous sommes dans un contexte qui nous oblige pas trop finalement, mais qui nous met dans un contexte de réglementation. Donc on connaît tous les piliers 1, 2, 3 en fait, du traité de Bâle. Vous connaissez certainement plus en détail tous ces piliers et toute la réglementation que ça nécessite à la fois au niveau bancaire et au niveau assurance pour la partie du dispositif Solvency. En tout cas, nous, tel que nous l'identifions chez InVivo et avec Cross Component, c'est que finalement tout ça va consommer beaucoup de ressources pour développer des applications adaptées pour répondre à des besoins métiers des acteurs bancaires et assurances. Donc notre actualité depuis 2010, c'est le pilier 3 de Bâle. Donc c'est évidemment une échéance sur le LCR, c'est-à-dire 60% en fait à 2015 que les banques doivent satisfaire au niveau de ce ratio. Et progressivement jusqu'en 2019, en fait, les banques devront se mettre à 100% de couverture sur ce critère. Bon, je vous parle aussi très rapidement du NSFR, qui lui en fait est prévu pour 2018, comme vous le voyez dans ce slide. Donc, du coup, nous, avec Cross Component, notre idée, c'est finalement de vous apporter les moyens de répondre à ces exigences de réglementation, mais pas que. Vous avez aussi chez vous la possibilité de mettre en place des solutions, des traitements qui sont un peu plus personnalisés, qui appartiennent à votre savoir-faire d'entreprise. Donc c'est là où Cross Component est véritablement la réponse qu'on vous apporte. Donc je commence et je vous explique maintenant ce qu'est Cross Component.
Alors nous, on aime bien en fait poser tous les concepts autour d'une allégorie. Notre allégorie aujourd'hui, c'est l'art. Finalement, on considère que tout utilisateur du cross-component, c'est-à-dire concepteur d'application ou chef de projet autour de notre solution, est un artiste. L'artiste est à la fois le développeur, mais aussi la maîtrise d'ouvrage ou le chef de projet fonctionnel, voire même technique, qui veut développer une application pour son entreprise. Voilà. Donc du coup, nous, notre créneau, c'est le savoir-faire de la conception d'application, et notre moyen pour réaliser cette conception, c'est cross-component. Aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, on va essayer de vous montrer comment, en fait, nous sommes des artistes et comment on fait en sorte de vous permettre d'être des artistes et de véritablement atteindre vos objectifs bien au-delà de ce que vous pouvez faire peut-être aujourd'hui. Alors comme tout artiste, un artiste a un atelier pour travailler. Nous, l'atelier de développement, c'est XC Studio. N'oubliez pas que cet environnement est l'environnement de travail, l'environnement de déploiement de l'analyse des sens, en fait, des sens fonctionnels. Donc c'est à cet endroit-là que chef de projet technique et fonctionnel, j'appuie sur les deux notions, technique et fonctionnelle, vont pouvoir s'entendre pour concevoir une application. C'est autour d'un modèle. Dans ce modèle, vous y verrez des états et des transitions, c'est-à-dire que quand on conçoit une application, on y jette en fait certaines situations fonctionnelles, techniques. Et on va pouvoir véritablement les visualiser dans ce modèle X-Component. Enfin, pour vous aider à les déployer, à les mettre en production, le studio va vous apporter deux outils assez intéressants. Le player, qui va vous permettre de jouer avec votre modèle, le simuler, être certain qu'en fait, ce que vous avez conçu pourra fonctionner et pourra être alimenté de détails par la suite pour pouvoir fonctionner complètement en fait, dans votre univers de production. Pour vous aider, puisqu'il ne s'agit pas que de concevoir des applications au niveau serveur et de les rendre éloignées de l'utilisateur, on vous propose également dans le studio un modèle de création d'IHM automatique. Alors en effet, ce n'est pas forcément en fait, quelque chose qui vous permet de créer des IHM les plus finis, mais en tout cas va vous permettre tout de suite de produire un client sur votre application. Et tout de suite, vous allez pouvoir l'utiliser, éventuellement vous rendre compte de quelles seraient les améliorations à apporter, et un peu plus tard, les apporter dans ce fameux modèle que je vous expliquais tout à l'heure. Enfin, et ça je dirais que c'est un peu plus réservé à la partie production, déploiement, nous on vous fournit également un composant qui s'appelle le runtime, et c'est finalement en fait déposer ce que vous avez habilement créé, artistiquement créé, au niveau en fait d'un moteur d'exécution qui est le runtime. Vous n'avez pas besoin en fait d'avoir une connaissance très poussée en termes d'infrastructure sur ce composant-là, puisqu'on vous le livre uniquement pour que ce soit plus simple pour vous de déployer vos applications sur l'infrastructure. Bien évidemment, on vous expliquera volontiers comment il fonctionne et comment vous pouvez le configurer pour des usages très avancés. Mais en tout cas, vous avez déjà un environnement d'exécution correct. Pour continuer toujours dans l'allégorie, finalement, les premiers artistes, ce sont nos enfants. Puisqu'ils commencent un peu à dessiner sur leur cours de récréation, en fait, une marelle, et c'est finalement un bon exemple pour vous expliquer comment, avec Cross Component, on formalise les idées et qu'elles deviennent très simplement compréhensibles. Je pense que, sans trop m'avancer, chacun d'entre vous dans cette salle a déjà au moins une fois joué à la marelle. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé, je vais vous rappeler quelques règles. Donc, tout simplement, on part en fait d'une situation initiale qui est la Terre, que vous voyez dans le dessin en fait de ce jeu d'école, de cours d'école, et on monte progressivement en fait les cages jusqu'à arriver au ciel, ce qui pourrait être un aboutissement pour vous, j'imagine, de passer de la Terre jusqu'au ciel. En tout cas, pour arriver au ciel, justement, vous allez progressivement passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 et 5,
et 4 et 5 va revenir sur site, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la case finale. Et bien finalement, c'est pas très loin de ce qui se passe dans nos systèmes d'information. On fonctionne tous avec des étapes fonctionnelles, voire même des étapes techniques. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans Cross Component, c'est de rassembler davantage l'information fonctionnelle au niveau du modèle, d'arrêter de se préoccuper de ces notions d'interconnexion entre mon extraction de données pour les portefeuilles de mes clients, de leur calcul de risque. On va vouloir en fait mettre vraiment ces informations purement fonctionnelles à l'intérieur d'un modèle, et éviter de se poser la question mais comment on va le brancher? Est-ce que j'ai les bons adaptateurs? Comment je vais pouvoir passer l'information de l'un à l'autre? Non, toute cette tuyauterie, comme je la nomme, est déjà prévue dans Cross Component. Donc finalement, pour vous l'expliquer, on vous l'explique par ce jeu de Marel, par ces petits hexagones que vous voyez en fait monter jusqu'au ciel. Ce sont les étapes de Cross Component. Et pour rester bien fidèle à ce visuel, on a fait en sorte, et vous le verrez dans la démonstration qui vous sera faite tout à l'heure, qu'on a collé sur un visuel en fait de briques comme celui-ci pour vous expliquer comment intégrer vos applications. Donc passer finalement de la Terre au ciel revient dans Cross Component à monter sur la brique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais finalement ça on l'avait déjà dit, je vous avais déjà expliqué les règles dès le début. Alors, en général, c'est toujours l'image qui fait peur. On a mis celle-là parce qu'on se dit, elle est très chargée, on a un peu triché aussi, il faut être honnête. Non, en fait, pas du tout. C'est un cas d'orchestration classique. Nous voyons en fait les différentes étapes qui sont formalisées avec quelques détails. Vous voyez en partie basse en fait de cette image la présence en fait des grilles de calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez inhérent dans les systèmes de risque, surtout en fait ceux qui ont besoin de faire massivement du calcul, c'est d'intégrer en fait derrière beaucoup de grilles, beaucoup de serveurs pour calculer. Alors, dans ce cas précis, en fait, nous avions l'usage d'une solution commerciale qui était celle de Tipco Data Synapse qui ont été qui sont des partenaires encore aujourd'hui et qui ont été un partenaire d'événements il y a quelques temps. Donc voilà, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que finalement, entre les deux utilisateurs, au milieu de ce dessin, l'utilisateur, quand il veut demander une simulation de risque, pour lui, sa simulation de risque, c'est 6 étapes. A, B, C, D, E, F. Et finalement, techniquement, ces étapes, elles ne sont pas si simplement montrables comme ça. C'est pas A, B, C, D, E, F, c'est un bout de système d'information dans un coin, un bout de base de données, un bout de grille de calcul, parfois assez compliqué à intégrer ensemble. Donc du coup, Cross Component a la solution pour justement enlever cette complexité d'intégration. Revenons à l'idée simple. Donc finalement, vous aviez en tête ces notions de step 1 à 6 dans le slide précédent, dans l'image précédente. Et bien finalement, vous retrouvez ces steps dans les hexagones en bleu qui sont au milieu du dessin. On les a nommés pour vous donner un peu plus de réalité fonctionnelle. Donc le step 1, c'est la création des portefeuilles. Le step 2, c'est finalement un calcul sur cet ensemble de données. Ensuite, on revient sur les steps 3 et 4 qui sont des agrégations et des formatages de données. Et on revient ensuite dans un autre cycle de calcul un peu plus précis pour enfin finir sur une agrégation en step 6. C'est ça, Cross Component. C'est finalement vous permettre de créer cet enchaînement d'hexagones, cette chenille finalement qui vous permettra de modéliser votre fonctionnel et très rapidement d'accéder à une application assez esquissée qui vous permettra d'avoir des premières idées de ce que ça donnerait éventuellement après de pouvoir la détailler et d'apporter des précisions au fur et à mesure en mettant par exemple des connexions sur des bases, puisqu'il en faut quand même encore. Car ensuite, vous pourriez mettre des grilles commerciales, coller au step 2, etc. Mais vous avez toujours une logique très modulaire. Ce qui est compliqué finalement dans les systèmes d'information, c'est d'intégrer, de modifier
et de retester chacune des briques. Ici, Cross Component va vous permettre en fait de le faire plus facilement. Toujours autour de ce sens artistique que nous souhaitons déployer avec Cross Component, nous avons avec beaucoup d'humilité encadré un modèle qui vous permettra de voir ce qu'est vraiment un modèle dans l'interface XC Studio dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les points blancs que vous voyez finalement sont des états et les flèches que vous voyez se balader entre ces points blancs sont les transitions entre ces états. Finalement, vous savez vous-même au quotidien quels sont les états en fait que vous devez parcourir pour arriver à produire un résultat métier. Donc c'est à vous, artistes et également développeurs, de décrire en fait ce schéma et de peindre vous-même votre peinture. C'est pour ça que nous avons tendance à penser que le modèle est réellement un lieu d'échange et un lieu accessible à tous. Ne vous contentez pas de croire que ce modèle n'est accessible qu'à des équipes de développement. Non, il est accessible à du fonctionnel. Finalement, même si derrière, il sera enrichi par des développeurs ou des chefs de projet IT, ce qui est certain, c'est que derrière, le fonctionnel peut déjà lui-même en fait, donner le chemin d'information, le chemin de traitement d'une donnée jusqu'à la production, dans notre cas précis, d'un calcul de risque. Ensuite, évidemment, après ce lieu commun d'échange pour l'entreprise, il vous faudra évidemment des développeurs qui viendront vous enrichir le modèle, c'est-à-dire derrière chacun de ces points blancs, de vous ajouter véritablement un développement un peu plus poussé, un peu plus avancé. Voilà ce qu'est le modèle Cross Component. Finalement, après la conception, il se trouve que c'est bien d'avoir un outil où on peut concevoir, mais après, la problématique, c'est de déployer. Donc déployer, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est produire des IHM. Et là, justement, on vous propose, dans Cross Component directement, la possibilité de produire une IHM. Alors même si votre code, le code que je vous expliquais, n'est pas forcément intégré derrière ces états en point blanc que je vous présentais tout à l'heure, vous avez quand même la possibilité de générer des interfaces. Et vous vous rendez compte à peu près de comment vous voudriez formaliser votre application. Donc ici, je vous l'avoue, c'est une interface générée automatiquement avec un peu de relooking, puisque finalement tout ce qui est un peu graphique, vous voyez les petites jauges en plein milieu de cette image, nécessite quand même un peu de travail, bon, peut-être 2-3 minutes, mais pas plus. Enfin, la deuxième partie, c'est Cross Component est un système qui vous permet d'installer des applications distribuées ou standalone, comme on les appelle. Et bien ce choix, finalement, ne se fait que par une boîte à cocher, un choix dans le studio. C'est à vous de définir. Vous avez déjà fait votre application est déjà créée, vos modèles sont faits, vous avez vu comment faire une IHM, ben vous avez la possibilité directement de déployer soit d'une manière en fait distribuée, soit d'une manière standalone. Et ça, c'est uniquement un choix dans une interface qui est le studio. Voilà, d'une manière générale, ce qu'est Cross Component. Mais derrière, en fait, toutes ces généralités, je pense qu'en fait, pour que vous compreniez mieux ce qu'est Cross Component, il faut finalement qu'on vous le montre. Donc maintenant, c'est le moment où je vais céder ma place et je vais demander à Frédéric Carré de vous faire une démonstration de Cross Component. En fait, ce qu'on va faire, l'idée de cette démonstration, c'est de repartir en fait du schéma que vous a montré tout à l'heure Stéphane,
sur l'orchestration en fait, du calcul de risque. Donc sur le calcul de risque qui était défini tout à l'heure, sur la simulation, on avait différentes étapes. On avait une étape 1 à une étape 6. Donc ça, c'est ce qu'on va définir sur le modèle. C'est-à-dire que sans même avoir des spécifications précises, on est capable de définir l'enchaînement directement à partir d'un modèle cross-component. La plus-value qu'on va ajouter après sur le modèle, c'est de dire, ce qui n'est pas spécifié dans ce que m'a fourni Stéphane, c'est de dire combien d'utilisateurs j'ai, combien de calculs je peux exécuter en parallèle. Ces informations, on ne les a pas. Donc ce qu'on va faire avec cross-component, c'est à la fois modéliser ce workflow des étapes 1 à 6, mais aussi permettre à différents utilisateurs d'exécuter leurs calculs. Voilà. Et en fait, ça, de manière optionnelle. Ce qu'on va aussi pouvoir définir, en fait, c'est de dire, on ne sait pas si finalement l'application va tourner sur un poste utilisateur ou en mode client-serveur. Donc ces informations-là, on n'en a pas besoin pour démarrer la conception avec cross-component. Ce seront seulement des options de déploiement. Donc c'est pour ça que là, pour l'instant, on va s'attarder sur la partie modèle. Et ce qu'on montre, en fait, donc là, c'est un modèle, ça prend à peu près 30 minutes pour le faire. Et ouais, je peux dézoomer pour vous montrer le modèle complet. Donc un modèle, c'est un composant. Un composant, c'est une fonctionnalité, donc aussi bien technique que fonctionnelle. Donc dans notre cas, dans ce cadre-là, c'est une problématique, on va dire plutôt fonctionnelle sur une simulation de risque. Mais on peut très bien développer des composants complètement techniques, un composant qui va accéder à une base de données, ça peut être un composant qui va accéder à une gateway de flux marché, ça peut être un connecteur à un système externe. Donc voilà, dans ce cadre-là, un composant, c'est notre simulation de risque. Donc ce qu'on a modélisé, en fait, c'est les différentes étapes. Donc à gauche, vous voyez portfolio création, donc c'était l'étape 1 en fait, du schéma qu'on vous a montré tout à l'heure. Ensuite, on avait une deuxième phase, un step 3. Pour passer d'étape en étape, on a des transitions. C'est ces flèches-là dont parlait Stéphane tout à l'heure. Donc, jusqu'à arriver à la fin du traitement à l'étape 6. Donc, ce qu'il faut regarder, en fait, c'est le schéma du haut, la partie haute du modèle. Je vais vous expliquer la partie basse après. Je vais zoomer un peu parce que... Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour passer d'une étape à l'autre, vous avez des flèches qu'on appelle des transitions qui sont déclenchées sur un envoi d'événements. Typiquement, sur la première étape, un événement, ce sera mes portefeuilles sont créés, je peux passer à l'étape suivante. Donc, on le définit au niveau d'un modèle, et après ce sera le développeur qui mettra les bons objets, qui fera le code derrière, qui permettra réellement de brancher ça sur la partie technique. Donc là, on se concentre vraiment sur la partie fonctionnalité, ce à quoi on s'attend. Ensuite, donc, les différentes briques, c'est ce qu'on appelle nous, des machines à état. Donc la machine à état va permettre de suivre le cycle de vie d'un objet. Donc là, dans notre cas, le premier objet, ça va être la gestion du cycle de vie de la création de portefeuille. Donc il y aura 2 états, on est en creating portfolio au début, après portfolio created, et ainsi de suite pour chacune des machines à état. Ces machines à état peuvent s'exécuter en parallèle, donc toute la partie d'exécution, threading est gérée par cross-component. Au niveau développement, on n'a pas à s'en soucier. Voilà. Et ensuite, on a différents. Donc, une machine à état est composée de plusieurs états, et à un instant T, on est dans un état à la fois. Donc là, en haut, on a le workflow global qu'on va pouvoir exécuter après avec le player dont vous a parlé Stéphane. Et ce qu'on a rajouté par rapport au modèle initial, c'est une vue synthétique en fait qu'on peut apparenter à du monitoring. C'est-à-dire qu'en fait la machine à état qui s'appelle ici Run Orchestrator va en fait représenter le cycle de vie d'une manière synthétique d'une simulation de risque. On part d'un état pending, c'est-à-dire suite un utilisateur fait une demande de simulation de risque, il est dans un état pending, ça ne s'exécute pas. Et plus tard, il va passer en état computing pour finir dans un état ended. Donc ça, c'est d'un point de vue synthétique. On a une demande d'utilisateur, on fait une série de calculs et on a un état final. Donc cette vue synthétique, en fait, elle va être alimentée automatiquement par cross-component. Elle va réceptionner en fait des événements qui viennent des différents steps qu'on a vus plus haut.
Donc en fait, on a juste à tirer des flèches et automatiquement, en fait, en termes de monitoring, on a une vue synthétique de ce qui se passe sur l'ensemble de mon calcul de risque. Donc ça, c'est une vue qu'on a créée, on aurait pu très bien en créer d'autres. Et en plus, ce qu'on a rajouté, bon, je ne vais pas vous détailler en fait le fonctionnement interne en fait de cette brique-là. On a rajouté si vous voulez, une gestion de file d'attente. Donc plusieurs utilisateurs pourront faire des runs des calculs en parallèle. On peut dire de faire un seul calcul en parallèle, 2, 3 ou 4. Et cette gestion de file d'attente est simplement gérée par la petite brique en bas à gauche en fait, qui s'appelle Service Manager. D'un point de vue purement code, derrière, associé en fait à ce composant, il y a un projet Visual Studio, donc c'est du C# en fait, on utilise la technologie C#. Mais derrière, il n'y a pratiquement aucune ligne de code, si ce n'est pour la gestion de la file d'attente. Tout le reste, c'est juste du modèle. Après, au fur et à mesure, quand on développera notre simulation de risque réel, on alimentera avec du code les points d'impact en fait, entre les transitions et les états. C'est-à-dire que de dire, quand j'arrive du step 2, j'arrive dans l'état aggregating, qu'est-ce que je fais comme code? Et c'est à ce moment-là qu'on codera. Donc ça veut dire qu'en fait, dans un premier temps, on peut très bien faire un modèle complet, avoir une vue d'ensemble en fait une vue d'ensemble en fait de notre simulation, sans même avoir codé. Et du coup, voir avec la MOA, directement discuter, est-ce que ça correspond bien aux contraintes qu'on s'est fixées? Est-ce que le step 1 suit bien le step 2 dans tel ordre? Est-ce que éventuellement les étapes peuvent s'exécuter en parallèle? Voilà, après on a moyen d'en discuter avant même d'entamer vraiment la phase de développement pur et dur. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est je vais vous montrer en fait l'exécution de ce modèle avec un outil qui est livré avec Cross Component qui s'appelle le Player. Et voilà, c'est un outil d'exécution générique, c'est-à-dire on n'a généré aucune IHM, on prend ce modèle-là et on l'exécute pour regarder comment il se comporte dans la réalité. Donc là, en fait, j'ai chargé le modèle dans cette application, dans le player. Bon, il se lance directement à partir du studio. Et on va simuler en fait l'envoi d'une demande de simulation par un utilisateur. Donc là, je vais au-dessus, vous voyez les différents pas en fait, pas de votre gestion de risque, de votre simulation. Donc ce que vous allez voir, c'est que quand le calcul va se lancer, les machines à étapes vont s'éclairer au fur et à mesure, comme ça on va pouvoir suivre la progression. Donc, je vais lancer la simulation. Donc en bas, vous avez la vue synthétique qui nous dit qu'on est en train de faire un computing, avec ici l'état qui se met à jour, on est en portfolio creating. Et au-dessus, vous voyez les différentes étapes qui s'alimentent au fur et à mesure. Donc là, comme ça, on peut valider le workflow et voir que ici, d'un point de vue monitoring, on a l'état agrégé en fait. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand on va arriver au dernier état, on va passer en fin d'opération. Voilà, donc on a en run ended, la simulation est terminée. Donc simplement, en fait, du coup, sans ligne de code, on a lancé le player, on est capable d'envoyer des événements, d'interagir en fait avec le modèle. Donc là, j'ai envoyé un événement, on pourra en envoyer un tas d'autres, et on peut suivre exactement ce qui se passe, récupérer même les données fonctionnelles qui sont associées à chacune des machines à état, parce que derrière, on va brancher des objets plus fonctionnels, typiquement le détail des portefeuilles, le type de données qui sont agrégées, et ça, on va pouvoir le suivre directement dans le player. Donc l'étape suivante, une fois qu'on a validé le modèle, c'est de développer en fait une application pour un utilisateur. Et donc là, ce qu'on utilise en fait, ce qu'on peut utiliser, c'est la génération automatique d'IHM. Alors l'IHM n'est pas très belle, mais elle a le mérite d'avoir été générée toute seule, simplement avec un wizard depuis l'outil, depuis le studio. Donc depuis le studio, on a lancé la génération d'une IHM, ça a généré un projet Visual Studio qui intègre en fait, qui a généré tout le code qui permet de lancer cette application. Donc cette application, j'ai rien eu à faire, j'ai lancé, elle ressemble à ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de menu, mais en fait elle était entièrement générée comme ça. Alors là, j'ai juste préparé la présentation. Donc en fait, j'ai déjà préalloué en fait une dizaine de demandes de calcul par des utilisateurs. Donc je vais en faire une nouvelle. Donc là, comme dans le player, je vais demander un nouveau calcul de risque, donc qui s'appelle Run 11, et qui va se mettre à la fin dans l'état pending. Donc il est en attente en fait d'exécution.
Sur la gestion des files d'attente, en fait, on a paramétré le nombre de calculs qu'on peut exécuter en parallèle. Donc là, on va dire, bah, tiens, j'en veux un en parallèle, j'en veux un seul, et voilà, le calcul commence. Et le graphe en dessous donne simplement le nombre de calculs qui sont actifs, qui sont en cours. Donc là, on voit qu'il y a une simulation de risque qui est en cours, et il y en a 7 en pending. Donc là, on va pouvoir augmenter le nombre. On va dire qu'il y a des utilisateurs qui attendent, ils sont en attente. On va pouvoir lancer plus de calculs en parallèle. Donc là, je dis que j'autorise 6 calculs en parallèle. Et voilà. Donc là, en fait, on voit les 6 calculs, les lignes là, qui sont en train de s'exécuter, les différentes simulations qui sont en train de tourner, avec les statuts qui se mettent à jour. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand les calculs sont terminés, ici, le nombre de runs en parallèle retournera à 0 sur chacune des exécutions quand ce sera terminé. Donc là, ce qu'on affiche, en fait, c'est la vue globale. Après, on aurait pu zoomer sur chacune des machines à état. Donc là, typiquement, là, c'était la machine à état qui présentait le cycle de vie seulement du portfolio. Donc là, ils ont l'ensemble des runs ont déjà passé l'étape de la création de portefeuille, mais on a gardé l'historique, en fait, de ce qui s'est passé. Donc ça permet après en fait, avec le modèle, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune des machines à état a possibilité d'être monitorée, en fait. Donc en termes de supervision, plus on rentre dans le détail, plus on est capable de récupérer de l'information et de l'exploiter soit dans d'autres composants, soit dans des IHM. En fait, voilà, c'est le côté modulaire. Plus on est modulaire, plus on peut exploiter de la data et la redistribuer sur d'autres systèmes, l'exploiter, l'afficher, en faire ce qu'on veut, en fait. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour l'aspect démonstration, juste pour valider qu'en fait, que là, voilà, toutes les simulations sont terminées et on est retourné à 0, en fait. Voilà. Donc il n'y a plus de simulation en cours. Voilà. Je donne la main à Stéphane. Merci Frédéric. Donc vous avez pu voir assez rapidement finalement que produire une application, c'est pas si compliqué avec Cross Component. Finalement, même moi qui suis particulièrement mauvais dans cet exercice, je plaisante quand même un peu. Ça m'est assez facile de concevoir avec les équipes X Component, ou pas finalement, parce que je peux moi-même esquisser mes applications, c'est bien l'intérêt. Je peux produire en fait finalement une application d'entreprise sans trop de difficultés et avoir des premières IHM et éventuellement un moteur d'exécution. Finalement, vous montrez ça en 10 minutes, c'est pas si courant. Donc, du coup, après Cross Component d'une manière générale, après une démonstration, on pourrait nous dire, d'ailleurs c'est bien souvent ce que nous disent des fois les clients, mais est-ce vrai ce que vous nous dites? Alors, finalement, on s'est dit qu'on allait demander à un de nos clients de venir nous en parler, de venir témoigner pour montrer que finalement, il y a du vrai. Donc je demande à Vincent Ardouin de venir nous rejoindre et de justement nous faire son témoignage. Bonjour, je me présente, je suis Vincent Ardouin, je travaille au Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, et je travaille au sein du département informatique. Donc pour ma part, donc le contexte de mon projet, j'ai dû en 2012, j'ai eu une recommandation de l'inspection générale de standardiser, de mieux appréhender une partie du système dont j'ai la charge. Ce système-là, en fait, c'est un système de calcul de risque, en particulier. Ça fait du calcul de capital réglementaire sur des indicateurs BAL 2.5 pour les connaisseurs, l'IRC, le compréhensible risque, et une autre partie sur la partie capital économique, donc en pilier 2. Ce capital économique permet, comme il est indiqué ici, d'effectuer des calculs de risque
migration de rating et de défauts. À partir d'une librairie de calcul réalisée par des quants, mais utilisateurs. Voilà, donc en fait, j'avais pour objectif de standardiser et de reprendre de la connaissance qui s'était étiolée au fur et à mesure des années. Et pour ce faire, l'idée était vraiment de modulariser ce qui avait été développé de manière monolithique il y a bientôt 10 ans. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, on a un composant principal qui représente le modèle cross-component et qui est interfacé avec plusieurs types de ressources, comme par exemple la grille Data Synapse. Mon idée vraiment était de laisser faire aux ressources ce qu'elles doivent faire et donc de ne pas surcharger par exemple la distribution des calculs de risque avec Data Synapse, vraiment cette partie de distribution. Donc pour ce faire, eh bien, j'ai pu, avec le cross-component, séparer l'aspect orchestration des cycles applicatifs de la partie tâche de calcul. Donc, avec, comme le disait Stéphane, la création d'un modèle cross-component qui réplique exactement l'enchaînement des différentes étapes nécessaires au calcul de risque du système dont j'ai la charge. Donc, j'avais demandé, donc, dans le cadre d'un forfait, une première étape, c'est-à-dire dans cette première étape, j'avais un proof of concept pour m'assurer que ce qui m'allait être développé correspondait bien à ce que je souhaitais. Et donc j'ai eu, entre autres, cette interface. Donc ce proof of concept, en fait, avec cette fameuse interface, m'a permis de constater que j'avais bien toutes les étapes nécessaires au calcul de risque et toute la logique métier de cet enchaînement-là était déjà implémentée dans le proof of concept. En gros, le POC allait plus loin que ce à quoi je m'attendais initialement. Et pourtant, je peux vous assurer, j'ai fait pas mal de... j'étais client de pas mal de forfaits. Voilà. Après ce POC, donc le développement a été réalisé et 7 mois après, on a pu mettre en production toute cette réécriture de calcul de risque avec quelques nouveautés. Voilà. Depuis la fin du forfait, on a eu avec mon équipe, on a eu quelques idées d'utilisation de cross-component. Alors c'est pas utilisé pour utiliser, hein. C'est utilisé parce que ça nous fait gagner du temps. Donc on a eu un tableau de bord que l'on appelle le monitoring UI et le package scheduler qui
en gros, permet d'orchestrer des briques, des briques de ressources SSIS et SSRS. Alors vous allez me dire, c'est tout simple d'ordonnancer ça. Oui, c'est très simple dès lors que le déroulement est séquentiel. Notre problème, il est qu'en ayant des volumes de données de plusieurs centaines de milliers d'encours à extraire ou à intégrer, on ne peut pas lancer tous les traitements en parallèle. Et donc, dans ce package scheduler, l'aspect parallélisation a été le critère déterminant pour l'utilisation de cross-component. Voilà, c'est un exemple. On travaille sur un troisième composant concernant le parallélisme de simulation de calcul de risque. Voilà. Alors, dans les bénéfices, apportés, on s'est rendu compte que pour gérer du parallélisme, il était bien plus simple d'avoir un modèle plutôt que des milliers de lignes de code, ne serait-ce qu'à développer puis ensuite à maintenir. Donc on l'a constaté sur ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, faut que je vous explique un peu plus. J'ai mon équipe qui est maintenant offshoreisée. Qui dit offshoreisée dit passage de connaissances. Donc à mes collègues à Singapour. Et donc l'idée là, c'est qu'on a réussi à les embeller plus rapidement grâce à la lecture d'un modèle plutôt que chacun aille décortiquer chacune des lignes de code. Voilà. Un dernier point sur la stabilité. Alors, je reviens sur le cas nominal qui se passe toujours très bien quand on déroule séquentiellement les enchaînements d'un programme. Donc ça, je vais dire que j'ai une règle, c'est les 80-20. Ce cas nominal, ce qui représente 80% des cas, se fait en 20% du temps. Par contre, là où il y a régulièrement des problèmes, c'est la gestion des exceptions. Et la gestion des exceptions, ça nous prend le 80% du temps restant pour gérer les 20% de cas. L'intérêt que je vois avec le modèle cross-component, c'est que cette gestion des exceptions est intégrée directement dans le schéma. Voilà. Et donc ça m'évite de traiter des incidents de production parce que ça ne m'intéresse guère de traiter des incidents de production. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Je vais peut-être passer la main à Stéphane. Merci beaucoup Vincent. Donc après ce témoignage, après notre démonstration, précédée de notre explication générale, finalement nous allons terminer cette présentation avant d'aller un peu plus loin dans cet événement, en vous donnant la main, puisqu'on a prévu quelques minutes pour que vous puissiez directement nous poser des questions. Alors, on est directement à votre merci. Vous avez nos noms. Si vous avez des questions à poser, citez-nous et on y répondra. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà dès maintenant des questions à nous poser, sachant que n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes
clairement en fait à votre écoute et nous faisons ça dans une démarche réellement d'intérêt métier pour vous. Donc n'hésitez pas à nous présenter vos cas. Mais en tout cas, si vous avez des questions là déjà dès maintenant, n'hésitez pas. Et vous avez vos interlocuteurs directement à votre disposition pour y répondre. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Sachant qu'on a un deuxième micro, vous prenez un risque. En revanche, je vais... Bonjour. Bonjour. Dans une présentation que vous avez fait chez nous, j'ai posé une question sur l'aspect sécurité et certification des messages. Nous, notre problématique à nous, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui sont diverses et dans les différents services, avec différentes agences, et on est au niveau de sécurité en fait entre relations des composants. Donc, la plupart du temps, en fait, ce qui nous empêche de prendre du logiciel, en fait, c'est l'aspect sécurité. Alors, je vais faire une partie de réponse et je vais laisser Frédéric, je pense, en donner un peu plus. Parce que votre question, je pense, a plusieurs réponses. Il y a une sécurité d'infrastructure et de traçabilité des messages. Ce qu'on ne vous a pas forcément expliqué ici dans Cross Component, c'est que la partie de message, d'échange d'informations, ces fameuses transitions, ces liens que vous voyez entre états, peut très bien en fait passer par un bus de message commercial. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous présente très naturellement, c'est de le faire quand vous tournez dans un contexte d'une même machine, c'est un échange de mémoire. Donc du coup, la sécurité, je dirais qu'elle est implémentée d'un point de vue développement dans la sécurité de l'information, pas forcément de l'échange, mais de l'information. Ensuite, entre machines en tant que telles, nous reposons cette notion de sécurité, duplication et éventuellement d'enregistrement des étapes sur le middleware qui va être utilisé. On va être complètement transparent là-dessus. Par défaut, Cross Component propose en fait l'usage d'un système de bus assez connu sur le domaine qui est RabbitMQ. D'accord ? Maintenant, vous pouvez très bien en fait interconnecter Cross Component avec d'autres systèmes en fait du marché. Dans le domaine bancaire, on est assez couramment en phase de systèmes tels que type co-rendez-vous, ou des systèmes Informatica ou d'autres systèmes spécialisés dans la diffusion de messages. Donc du coup, vous pouvez vous appuyer et exploiter cet existant-là pour enregistrer vos échanges entre machines à état. D'accord ? Donc d'un point de vue purement sécurité, c'est une première réponse. Fred, je te laisse éventuellement apporter un complément. Oui, en fait, moi, j'ai pas tellement de choses à dire en plus que sur l'aspect échange. On s'appuie sur des bus du marché, donc on est capable de gérer d'autres systèmes de messagerie. Donc, Cross Component est faiblement couplé au système d'échange, en fait, de messagerie. Ensuite, d'un point de vue purement développement, en fait, on développe avec Cross Component comme on développerait avec une appli standard. C'est-à-dire que bon, c'est du développement C#, c'est vos projets à vous, c'est vous gérez le code de la façon dont vous le souhaitez. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Après, je ne sais pas s'il y aura plus d'informations à donner par rapport à votre question. Moi j'ai compris en fait qu'il y avait plusieurs acteurs, il y avait les modeleurs, en fait, ceux qui pouvaient créer des modèles, au-dessus des modèles, les fonctionnels, ceux qui peuvent ramener les tests en fait, et les parties de régression, et les développeurs en fait. Et, en fait, ces trois acteurs ne sont pas forcément dans les mêmes équipes avec le même niveau d'identification et de... D'accord, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même avoir conscience que Cross Component, c'est avant tout un outil de développement. Donc, ce qu'on vous a montré tout à l'heure, le studio, c'est ce qu'on appelle, c'est notre IDE en fait. D'accord ? C'est vraiment notre logiciel de développement. Et derrière, il pilote en fait du projet Visual Studio. Donc en fait, c'est vraiment un outil de développement. Après, tout ce qu'on vous dit, en fait, c'est simplement que le modèle, le fait de pouvoir créer son application avec un modèle, ça peut permettre à d'autres interlocuteurs quand même de réfléchir à l'aspect développement, à l'aspect spécification, savoir si d'un point de vue développement on a bien répondu au cahier des charges,
si on atteint bien, par exemple, les bons niveaux de sécurité attendus, s'il y a des choses à modéliser sur le modèle concernant l'aspect sécurité, par exemple, avant de faire d'exécuter tel code métier, est-ce que j'ai bien interrogé tel système pour savoir si j'en avais la permission? Typiquement, ça peut être un des cas. Voilà, donc en fait, non, ça reste vraiment un outil de développement. Tout ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on a quand même un modèle comme source voilà, de discussion, de dialogue. Voilà. Bon, moi j'aurais une petite question. Sinon, il ne faut pas payer. J'ai une petite question au sujet du monitoring. Tout à l'heure, on avait vu un exemple du monitoring qui avait l'air d'être plutôt sur une partie XC Studio. Est-ce que ça existe aussi la partie XC Runtime, ce qui fait que, la vie de tous les jours, on sait combien de transactions sont en cours, si certaines ont échoué pour des raisons fonctionnelles ou techniques, et comment on peut avoir cette visu tout le temps, parce qu'on parlait de problème de monitoring et de production, effectivement, ça peut arriver pour plein de raisons, et c'est souvent la plus grosse difficulté quand on veut gérer des machines à état. Ouais, en fait, ce que je vous ai montré, donc, le monitoring, c'était vraiment sur l'aspect runtime. En fait, ce qu'on disait juste, c'est que du coup, d'un point de vue modèle, toutes les machines à état sont par définition monitorables, vous pouvez les superviser. Donc ça, c'est vous définissez au niveau du modèle vos machines à état, vos composants. Par définition, vous pouvez les exploiter, les monitorer. Ça, c'est en natif dans l'outil dès lors que vous concevez une application avec cross-componente. Ensuite, ce que je montrais sur l'IHM, c'est en fait pour se connecter en fait, au moteur d'exécution des composants, on passe par une API à nous, une API cross-componente. Et en fait, tout ce qui passe par cette API est monitorable. Donc en fait, ce qu'on a affiché dans l'IHM, c'était vraiment le monitoring de ce qui se passait dans le runtime, dans l'exécution des composants. C'est un client lourd, ça, ou c'est quelque chose qui peut être donné à une équipe support En fait, là dans ce cadre, dans le cadre de la démo, j'avais choisi un mode de déploiement du moteur dans mon application. Mais c'est simplement une option de déploiement. J'aurais pu mettre un moteur distant qui tourne, du coup, qui s'exécute sur un bus de messagerie, du coup, qui est RabbitMQ, dont on a parlé tout à l'heure. Et après, brancher diverses IHM et des équipes support pour avoir accès à l'exécution du runtime, savoir ce qui se passe dedans, aussi bien les équipes de développement. Et après, on peut même en fait, filtrer en fait, ce qui est affiché selon les utilisateurs par des API différentes. Donc on peut très bien faire une API de monitoring pour les gens de la production, une API dédiée aux applications pour les utilisateurs, chacun ne voyant pas les mêmes fonctionnalités, n'exposant pas les mêmes fonctionnalités sur l'ensemble des composants. Je ne sais pas si c'est clair en termes de réponse. Oui, c'est clair. Et côté CIB, Federicom, vous l'avez donné au support pour le monitoring de nuit? Alors non, on ne l'a pas donné au support parce que cet outil de monitoring qui me donne un panel de ce qui se passe sur mon appli est dédié pour mes environnements d'homologation, d'intégration. C'est la production informatique chez Cassib qui moniteur les applications et qui ont leurs propres outils. Mais pour ma partie, j'ai une meilleure vision fonctionnelle, j'ai la vision à la fois fonctionnelle et technique avec cet outil de monitoring. Merci. Moi, je vais juste compléter la réponse. Là, typiquement, en fait, tout à l'heure, quand depuis les IHM, on accédait aux composants via le runtime, du coup, on passait par cette API-là, qui est définie en orange. À gauche, c'est mon composant, le composant que je vous ai montré. À droite, c'est l'API. Donc là, dans le cas de la prod, on pourrait très bien dire, la prod, elle n'a pas le droit d'envoyer des messages. Donc là, on voit que depuis l'API, je suis capable d'envoyer un message au composant. Le message, c'était une nouvelle simulation de risque. Donc là, on peut très bien dire, si je fournis une application à la prod, c'est pas elle de lancer les risques. Par contre, elle est capable de monitorer ce qui se passe. Donc on peut très bien, on aura juste tirer un trait pour lui dire, tiens, toi, tu as le droit de recevoir tel événement qui vient de telle machine à état. Voilà, donc on a juste à tirer un trait. Ici, on voit les différentes machines à état. Et ensuite, on tire un trait vers l'API et automatiquement, c'est exposé.
D'accord? C'est pour ça qu'en fait, tout ce qui est chaque machine à état est monitorable dans le sens où on a juste à tirer un trait et l'exposer sur une API. Et ensuite, quand vous générez votre IHM ou vous utilisez directement l'API cross-component dans votre application existante, bah, vous avez accès au niveau de l'API aux fonctionnalités qui sont exposées. Là, typiquement, je n'aurais pas le droit avec l'API d'envoyer un événement pour lancer un nouveau calcul de risque. D'autres questions? Donc je pense que nous allons pouvoir terminer cette présentation. Je vais demander à Guillaume Morel de nous rejoindre pour clore en fait cette présentation et nous donner la suite des événements. Merci à vous. Merci Stéphane, merci Vincent, merci Frédéric. Alors je ne vais pas être très long, je pense que c'était relativement clair pour tous. Ce qu'il faut vraiment retenir de Cross Component, c'est que c'est un outil avant tout qui va s'adapter en fait, qui va s'adapter à vos problématiques, à vos besoins, qui va vous permettre de mieux exploiter votre asset logiciel. Ça peut être parfois un peu plus compliqué, mais on va venir valoriser votre legacy. Là où aujourd'hui, de toute façon, en général, c'est ce qu'on vous demande au niveau de vos récits. On ne vous demande pas forcément d'écrire de nouvelles applications, malheureusement. Mais là, Xcomponent va vraiment faciliter cette possibilité de transformer naturellement votre récit pour lui donner beaucoup plus d'agilité. Tout est dans cette, je dirais, valorisation de cet existant. On l'a vu avec les calculs de risque qui existent déjà depuis des années. Mais on va permettre de fiabiliser ces applications-là, fiabiliser les différents calculs en les découpant et en les faisant interagir beaucoup plus facilement, donc en valorisant cette partie-là, en facilitant l'intégration de tierces parties aussi, comme Data Synapse, qui est pas forcément simple à appréhender, ça demande quand même pas mal de boulot. Avec Xcomponent, vous allez pouvoir très facilement, quelque part, utiliser cette capacité de calcul en la faisant interagir avec le reste de vos applications. On a vu aussi des capacités autour de la BI aussi, les ETL, etc., pour faire des traitements, mais encapsuler ces traitements pour les paralyser, par exemple, pour les rendre moins séquentiels. Certes, vous avez vu quelque chose qui était séquentiel, mais en réalité, le gros intérêt d'Xcomponent, c'est justement de gérer cette capacité d'arrêt, de relance, de suspend sur des chaînes, mais qui ne sont pas forcément séquentielles, qui peuvent revenir en arrière. Dans certains cas, en cas d'erreur, on peut très bien imaginer de dire « je reviens en arrière ». Si dans une chaîne, sur une certaine longueur, il y a une erreur, vous pouvez interagir avec un workflow humain, vous pouvez intégrer des actions utilisateurs et relancer le calcul. Tout ça, toutes ces capacités-là, vous allez pouvoir facilement les délivrer à vos utilisateurs. Et donc on va leur donner cette fameuse couche d'agilité opérationnelle qui aujourd'hui est relativement difficile à tirer parce qu'il y a un existant très très lourd. Xcomponent, on va vous donner cette facilité de transformer pour mieux répondre aux besoins de vos utilisateurs. En particulier donc, sur des projets où il y a des problématiques de volumétrie qui soient en termes de données, mais aussi en termes de calcul. Sur des projets où l'aspect temps réel est un élément aussi important. Alors quand je dis temps réel, c'est aussi temps pertinent, c'est-à-dire une capacité à traiter l'information au moment où je veux la traiter, au moment où le user en a besoin. Alors ça, dans certains cas, c'est temps réel, puis dans d'autres cas, c'est dans l'heure. Mais en tout cas, Cross Component va vous donner cette capacité à gérer de la donnée statique, mixer de la donnée statique, de la donnée temps réel, de la combiner et d'y greffer évidemment de l'intelligence. Donc voilà, c'est ce que je voulais un petit peu vous donner comme possibilité de Xcomponent. Donc ici on parlait des calculs de risque, évidemment, il y a énormément de sujets d'application, y compris sur la partie training électronique, mais aussi sur tout ce qui est outils qui sont utilisés par les fronts, par les back-office pour la tenue de position en temps réel, pour des calculs en temps réel. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le spectre, le scope de Xcomponent, de ce qu'on peut adresser.
Donc maintenant on va passer au buffet. Je pense que alors ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger. On a tous une étiquette avec un logo. Petite information pour les niveaux, si vous voulez vraiment des problématiques, des réponses à des problématiques très techniques, visez les logos X-Component pour pouvoir vraiment avoir une information un peu plus bas de niveau. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à tous d'être venus, puis on passe donc au cocktail. Voilà, merci.